Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir et de vous retrouver pour ce premier webinaire depuis la rentrée, donc webinaire qui s'inscrit dans un cycle qu'on a initié depuis le mois de février et auquel beaucoup d'entre vous sont fidèles. Alors, je vous rappelle quand même le format et le fonctionnement. On est ensemble pendant 1 heure jusqu'à 10 heures. À chaque fois, on a une thématique, 2 ou 3 présentations et donc des échanges qui vont se faire par l'intermédiaire de vos questions à poser aux intervenants via le chat. Et c'est Clémence qui se fera votre porte-parole auprès des intervenants. Alors aujourd'hui, on vous propose d'échanger sur le sujet de la transition numérique dans le bâtiment. Et pour ce faire, on a choisi de vous présenter 2 initiatives. La première est portée par un collectif qui porte le doux nom de Bob, comme Braze Open Beamer, et qui est représenté ce matin par Anne Magnier, Dominique Poirot, Ghislain Nouvel et Éric Le Rognon. Alors, je leur laisserai le soin de se présenter et surtout de vous présenter Bob. Et dans une seconde intervention, ça sera une démarche portée par Bretagne Éco-Entreprise à travers son groupe de travail BIM et bas carbone. Et c'est Éric Le Rognon qui vous détaillera les réflexions qui sont portées au sein de ce GT. Alors, un dernier mot pour vous rappeler que le webinaire est enregistré, que vous pourrez le retrouver en ligne sur notre site à partir de demain, ainsi que les différents supports qui vous seront présentés ce matin. Alors, je vous souhaite un très, très bon webinaire et je vous laisse maintenant en compagnie de Bob. Je crois que c'est Dominique qui va nous faire une petite introduction. Bonjour à tous, merci Rémi. Donc Dominique Poirot, Fédération régionale du bâtiment de Bretagne et membre de Bob, bien sûr, Braze Open Beamer. Et j'ai également une petite casquette de responsable du centre de ressources numériques du bâtiment qui est hébergé dans les locaux de la Fédération du bâtiment. L'histoire de Bob, alors c'est quoi Bob? Bob, c'est un collectif informel de faisous dans le monde de la transition numérique et un peu plus en particulier dans le monde de la maquette numérique et des chantiers BIM. C'est des faisous, c'est des gens qui utilisent réellement, c'est des gens qui éventuellement forment, comme Anne, forme et accompagne, comme Anne ou Simon, qui n'est pas avec nous ce matin, mais qui est un membre très actif du réseau Bob également. On est en lien aussi avec le monde du développement, de la recherche, de l'enseignement au travers de l'université. C'est un collectif informel, alors ça veut dire que ce n'est pas une entreprise, ça veut dire que ce n'est pas une association non plus, du coup ça veut dire qu'il n'y a pas de cotisation non plus. Alors ça, dans certains cas, ça peut poser des tout petits soucis d'être quelque chose d'informel. Ça veut dire, par exemple, on avait réfléchi à une époque, il y a 2 ans, 3 ans, je crois, de se positionner pour répondre à des appels à projets initiés nationalement, dans lequel, effectivement, il y avait très largement toutes les ressources d'expertise pour se positionner sur des choses comme ça. Mais en étant un collectif informel, on ne pouvait pas. Par contre, le fait d'être justement cette entité, collectif informel, eh bien, ça veut dire que on accueille toutes les bonnes volontés et tous les gens qui ont envie, tous les gens qui souhaitent s'y mettre ou qui y sont déjà. Quand je dis se mettre et où ils sont déjà, c'est dans la transition numérique. Alors, on parle de transition numérique dans le monde du bâtiment et peut-être par extension dans le monde de l'entreprise, mais c'est quand même plus axé bâtiment, bien sûr. Et ce collectif rassemble vraiment, alors il y a un vrai pôle d'expertise avec des vrais experts dans certains domaines, mais il y a aussi des rookies, des gens qui débutent, des gens qui éventuellement vont connaître une partie de cette transition numérique et qui vont venir pour apprendre d'autres choses ou pour approfondir. Si on parle des sujets qui sont traités, mais je pense que Anne ou Ghislain vont détailler un petit peu ce qui a déjà été traité et puis ce qui sera traité dans les futures réunions Bob. Ça va permettre, dans ces réunions, même si vous connaissez déjà un sujet, d'échanger avec des gens qui vont venir vous présenter la façon dont ils l'abordent. On parle par exemple de la convention BIM.
La convention BIM, c'est quelque chose de très important dans un chantier qui est réalisé avec la méthode BIM. C'est quelque chose que je connaissais pour avoir lu beaucoup d'ouvrages, dont quelques publications du plan BIM. Mais quand on a fait la réunion, quand Bob a organisé cette réunion sur le thème de la convention BIM, et on a des gens qui sont venus, des entreprises qui sont venus pour présenter de quelle façon eux, ils utilisaient la convention BIM, ce que eux, ils mettaient réellement dedans, dans la vraie vie, sur un vrai chantier. Et bien que j'ai lu déjà beaucoup d'ouvrages, là, ça m'a vraiment fait comprendre ce qu'était la convention BIM, à quoi ça servait et comment ça devait être rédigé. Et donc aujourd'hui, je suis beaucoup plus armé pour éventuellement accompagner quelqu'un. Ce n'est pas mon rôle, hein, mais pour éventuellement accompagner quelqu'un ou donner des réponses de premier niveau. Mais ce qui est bien, c'est que tous les gens qui étaient présents à cette réunion, ils ont eu le même niveau d'information et c'est un vrai échange. C'est gratuit, ce n'est pas un cours, ce n'est pas une formation professionnelle à laquelle il faut s'inscrire. Je redis, Bob, c'est un collectif informel qui est rempli de bonne volonté. Et c'est vraiment des gens qui ont envie de faire ensemble et qui ont envie de partager. Et ça, moi, surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, je trouve que c'est juste exceptionnel de pouvoir participer à un groupe comme ça. Voilà. Et sinon, Bob existe maintenant depuis quelques années. Ghislain nous dira combien de personnes sont inscrites, mais aux alentours de 50-60. Alors, les 50-60 ne viennent pas à chaque réunion, mais et voilà, ça commence quand même à se voir un tout petit peu dans l'écosystème breton de la transition numérique. Alors, si tu veux, je peux rebondir sur ta question. Dans la liste des inscrits aujourd'hui au collectif, il y a à peu près 70 personnes. Effectivement, c'est ce que tu viens de dire, tout le monde n'est pas présent. Chacun trouve ses centres d'intérêt en fonction du sujet qu'on va traiter. Certains sont plus participatifs que d'autres. Je dirais qu'à peu près une trentaine peut-être, ou 30-35 qui sont un peu plus régulièrement impliqués. Toutefois, voilà, tous ceux qui sont inscrits à un moment donné dans la liste sont toujours informés des nouvelles propositions d'intervention. Bon, si je peux compléter par rapport à ce que disait Dominique, les mots-clés que j'avais notés, pour résumer, c'est ce collectif, l'envie effectivement de chacun, le partage, l'envie de partager. C'est vraiment de la formation croisée. C'est chacun doit arriver avec ses questions, mais aussi ses expériences. Chacun peut avoir de l'expérience et puis avoir envie de le partager. Et c'est ce qui se passe dans les réunions qu'on a, avec toujours derrière un côté bienveillant. Tu parlais de bonne volonté, moi je dirais bienveillance aussi. Je vois bien que chacun, en fait, certains sont concurrents quelque part dans la vie professionnelle, et malgré tout, quand on se retrouve dans Bob, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de concurrence, que là, on est vraiment sur du partage très agréable. Donc, je pense que... je confirme, et ça fait vivre presque des moments exceptionnels. Ce côté, on oublie qu'on est concurrent et on fait un retour d'expérience devant les autres. On répond aux questions de quelqu'un qui est directement concurrent, on va dire, dans la vraie vie. Et puis pendant Bob, tout ça s'efface et c'est génial. Oui, exactement. Ouais, c'est les vraies personnes qui sont là et pas l'entreprise, en fait. C'est ça qui est intéressant, en fait. Donc, c'est sans filtre, très souvent, le plus souvent. Voilà, et je pense tout ça dans l'objectif, justement, de développer cette transition numérique et que tout le monde puisse se nourrir des meilleures expériences de chacun pour que, finalement, le monde du BTP, du bâtiment, progresse et que tout le monde progresse ensemble, quoi. Alors, en tout cas, dans le Grand Ouest, puisque aujourd'hui, c'est le Grand Ouest qui va regrouper Bob. Voilà, vas-y Anne, tu peux... Oui, moi je peux aussi rebondir sur ce que tu as dit, c'est-à-dire, alors je me présente rapidement, hein, Anne Magnier, donc j'ai monté ma structure en tant qu'indépendante qui s'appelle La Deuxième Conseil, et en fait, après 25 ans d'expérience dans le bâtiment, dans les travaux, l'ingénierie, le bureau d'études, j'ai créé ma structure pour accompagner justement les acteurs du bâtiment à intégrer le BIM dans leur processus de manière efficiente.
Moi, ce que j'apprécie dans ce collectif, c'est qu'en fait, le BIM, c'est collaboratif. Il faut qu'on échange autour du BIM. Il faut qu'on échange sur les pratiques, sur justement la vision de chacun du BIM. Et je m'aperçois qu'en fait, faire du BIM tout seul, ça n'a pas de sens de rester chez soi et monter en compétence sur le BIM ou travailler sur le BIM si on n'échange pas avec des professionnels. Et comme disait, je crois, Dominique, c'est qu'on a des experts sur certains points, mais on ne peut pas tout savoir. Donc, en fait, on a besoin du savoir des autres, de l'expertise des autres. Et le collectif, c'est un endroit où on peut partager ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est le réseau qu'on crée. C'est-à-dire, moi, je me suis aperçue très rapidement en partie du BOB, en fait, on rencontre d'autres personnes qui travaillent autour de ce sujet commun, le BIM, et en fait, on n'aurait pas pu les rencontrer autrement, ou alors de façon informelle, dans des webinaires, dans des conférences ou autres. Et là, ça crée un lien particulier. Comme ça, on disait, il n'y a plus d'étiquette d'entreprise. On est des personnes qui venons de façon volontaire parler de ce sujet-là, présenter en fait nos sujets, parler de nos retours d'expérience. Et ça crée des liens, on se tutoie, après on prend facilement le téléphone, on les appelle, on a un conseil. Je trouve qu'on a vraiment réussi à créer en fait autour d'une méthode finalement qui est, alors, on parle du numérique, ça retire l'humain, c'est beaucoup de distance entre les gens parce qu'on passe par l'ordinateur. Et là, on a créé des liens autour du BIM. Et c'est vraiment, je trouve, ce que je trouve intéressant au collectif, c'est ça, c'est le lien qu'on a créé autour de ce sujet commun qu'est le BIM. Alors, jusqu'à maintenant, le collectif, alors comment y animer BIM, le collectif, qu'est-ce qu'on fait pendant ces réunions? Très souvent, on se retrouve le vendredi sur des thèmes particuliers. Donc, à un moment, notre format, c'était plus, on prenait un thème et en fait, on avait plusieurs intervenants autour de ce thème. Donc, on a eu les DO numériques, les plateformes collaboratives, comme disait Dominique, la convention BIM. On a fait un atelier sur le format BCF. Donc, voilà, des sujets, en fait, on fait aussi des sondages pour savoir ce qui pourrait intéresser les membres du collectif. Donc, c'est des sujets qui sont sortis comme des sujets intéressants. Et puis, on demande, on regarde qui veut participer. On peut aussi de temps en temps faire entrer un éditeur local sur le sujet. Et puis, voilà, on anime une matinée autour de ces sujets. Le nouveau format, enfin, pas le nouveau format, mais on a un peu évolué là pour l'instant. On a plusieurs sessions, on va vous présenter après le programme. On a plusieurs sessions là où en fait, on a demandé à des membres du BOB de vraiment animer la matinée avec un retour d'expérience. Donc ça, c'est, on n'a pas plusieurs, enfin, on a un sujet, des retours d'expérience. Voilà, mais toujours autour du BIM et de la transition numérique. Anne, je me permets d'ajouter quand même, on a oublié de citer les 3 personnes qui complètent ce collectif. Il y a donc Simon Gouénard, je pense que Dominique l'a cité, qui est un expert du BIM. Il y a François Bourdon aussi, qui lui a fait une spécialité dans le développement d'applications autour du BIM, et Yves Ménez, qui est bien connu sur Rennes pour éditeur de logiciel CIP, donc A7. On essaye de répartir notre temps en fonction de nos urgences et nos priorités professionnelles. Et je voudrais juste insister aussi sur la pluralité des membres de BOB, enfin des collectifs. Donc, on peut avoir des maîtres d'ouvrage, des maîtres d'œuvre, des bureaux d'études, des collectivités. Enfin, c'est un collectif qui est ouvert à toutes les populations, des éditeurs logiciels, des formateurs. Enfin, on peut citer entre autres Atlancad, CIP, il y a évidemment le Jean, il y a Cardinal, il y a toutes les structures bretonnes qui souhaitent s'informer, participer, échanger, sont bien évidemment les bienvenus. Voilà, je te rends la main, Anne. Oui, mais rapidement, juste pour dire qu'on a aussi ouvert une page LinkedIn sur laquelle justement on partage l'actualité, on fait savoir qu'il y a tel et tel événement qui va avoir lieu. Et ce que je vous disais sur le format où on est actuellement, c'est tous les premiers vendredis du mois, on a en fait une réunion en fait autour d'un sujet.
Et enfin, alors tout à l'heure, Dominique le matin de 10h à midi. Oui, de 10h à midi. Tout à l'heure, Dominique parlait un peu de l'impossibilité de répondre à des appels d'offres. Mais bon, le collectif BOV est quand même reconnu dans le sens où on est quand même un interlocuteur local sur le sujet du BIM pour des instances nationales comme le plan BIM 2022. C'est-à-dire, par exemple, il y a le BIM Tour qui va être organisé en Bretagne, à Rennes, en octobre, fin octobre, et sur Brest, premier trimestre de l'année prochaine. Voilà, le BOB a été inclus dans les préparations. C'est le message la recherche de sujets pour les tables rondes du BIM Tour a été relayé par les membres du BOB. Aujourd'hui, c'est justement aussi certains membres du BOB sont dans le comité de suivi du BIM Tour, parce que justement, on connaît, on a un réseau, on connaît du monde, on sait qui pourrait intervenir, on sait contacter les bonnes personnes au sujet du BIM pour intervenir dans ce genre d'événement. Donc voilà, c'est intéressant aussi ces interactions au plan national. Et d'ailleurs, chers participants, vous pouvez tout de suite noter dans vos agendas, puisque Anne vient de vous parler du BIM Tour qui va avoir lieu à Rennes. Donc, jeudi 28 octobre, le matin, au minimum le matin, et puis ensuite, on vous gardera pour un petit cocktail. Et l'après-midi, on pourra échanger un petit peu plus longtemps, un peu dans l'esprit de Bob. Donc, notez tout de suite sur vos agendas, jeudi 28 octobre, vous êtes à Rennes. Voilà, et fin de semaine prochaine, le pré-programme devrait commencer à circuler, en fait, le pré-programme de la journée. Et donc, inscrivez-vous sur la page LinkedIn Bob, vous aurez toutes les informations pour vous inscrire. Est-ce que Ghislain, tu veux prendre la parole sur les prochaines interventions sur le programme? Ouais, on va la prendre tous les deux. Je vais revenir sur ce qui avait été fait, oui, avant. On a eu des programmes sur notamment moi, ce qui me regardait un peu plus titre à l'université, qui étaient les solutions numériques sur le terrain, avec des tablettes durcies, avec la réalité virtuelle et augmentée pour le bâtiment, une solution de cave 3D portable qui nous avait été présentée, sur lequel on a pu échanger. Voilà, ça, c'était des choses aussi intéressantes. Le plan le PIC, c'est plan d'implantation de chantier, je ne sais plus. Oui, c'est ça. Plan d'installation de chantier. On avait une plan d'installation de chantier, oui, exact. Voilà, donc toujours en fait des sujets qui peuvent être vraiment très variés, où chacun doit venir s'il y trouve un intérêt ou s'il a juste besoin d'envie de curiosité et de comprendre les enjeux de chacun de ces sujets. Donc là, effectivement, comme disait Anne, pour essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus régulier, on a décidé de faire tous les premiers vendredis du mois de 10h à midi, ce qui permet d'avoir une date, à la limite, chacun sait qu'il y a ça tous les premiers vendredis du mois. Donc, pour les 6 prochains mois, je crois, on avait à peu près prévu. On a commencé le mois dernier par Damien Lefranc du groupe Legendre, qui nous a fait un très beau retour d'expérience sur leurs usages en interne du BIM, voilà, avec une dizaine de personnes présentes et donc des échanges, je pense, intéressants pour ceux qui étaient présents. Donc là, ensuite, début octobre, là, on va juste se réunir entre, on va dire, le cœur du réseau pour pouvoir justement parler de la suite. Donc, on va se réserver, nous, ce moment pour nous. Et on reprend en novembre, voilà, avec Marc Dubois de Margeco BIM. Également un retour d'expérience sur le terrain, sur l'hôpital de Quimper. Donc, je pense très enrichissant également. Donc, c'était en décembre. Alors, à chaque fois, c'est marqué à valider parce que le programme se retravaille avec les intervenants, évidemment. Mais bon, a priori, on est bien sur ces thématiques-là. Donc là, ce sera à Benoît Lecriou de Cardinal de nous faire son retour d'expérience. Et puis, Eric, peut-être tu peux nous parler de ta présentation du scan 3D à Air2Build que tu nous feras aussi en décembre. Il y avait la suite, je crois. Voilà, le 7 janvier, Antoine Brisset, en fait, qui est le référent BIM dans l'agence architecture de Bec Elite, qui va venir nous parler justement de l'automatisation de la production des livrables en phase conception. Tu peux passer le slide ou... Je l'ai passé. Oui, ça y est, ça a mis du temps à passer. Ah, d'accord. Donc voilà, Antoine va venir nous parler de
leur façon de réaliser les livrables en phase conception, hein, avec le BIM, avec ces outils que sont Archicad et BIM Office. Et puis moi, j'en profiterai, comme on est dans la phase conception, dans l'objectif de réaliser un DCE numérique, je ferai des retours sur l'action DCE BIM numérique du plan BIM 2022 dans le cadre du projet démonstrateur Olympie. Le 4 février, on a prévu que ce soit Romain Lemonnier du bureau d'études Canopé et Ménez ICP qui nous feront un retour d'expérience sur la RE 2020 et le travail collaboratif entre l'architecte et le bureau d'études. Et le 4 mars, sera Benoît Lanlard, directeur des services de l'ITGA, qui va venir nous parler de l'Open BIM et du diagnostic immobilier, dont le carnet numérique du bâtiment, et Eric qui va nous présenter en quoi sa solution Air2Build peut justement être la première étape d'un diagnostic bâtiment. Donc voilà pour le programme, hein, assez complet, qui justement, une fois intéressé des architectes, des bureaux d'études, une autre fois des entreprises. Enfin, voilà, on essaie d'être... Et puis, comme vous l'imaginez, c'est l'appel aux bonnes volontés des membres du BOP, c'est-à-dire voilà, qui veut être présent et qui veut venir nous présenter un de ces sujets. Voilà, je ne sais pas si... est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que... Alors, le chat est ouvert, hein, je le rappelle. N'hésitez pas à poser vos questions par cet intermédiaire. Moi, j'ai une petite question pour bien comprendre. On a bien compris votre philosophie, mais très clairement, à qui vous vous adressez? Est-ce que c'est un collectif qui est complètement ouvert, c'est-à-dire que, je ne sais pas, un maître d'ouvrage ou un architecte qui dit, bah voilà, moi, je m'intéresse à ces questions-là, je veux faire mes premiers pas, m'acculturer, rencontrer un petit peu des gens. Est-ce que ce réseau lui est accessible? Ou est-ce que finalement, il y a plus un niveau d'expertise assez poussé qui va faire que ça va être un petit peu compliqué pour lui d'intégrer ces notions-là? Est-ce que c'est la bonne porte d'entrée, quelque part, pour commencer à s'acculturer et se faire un réseau sur ces questions-là? C'est sûr que c'est parfaitement le bon endroit. C'est vraiment le bon endroit, et quel que soit le niveau. Quelqu'un qui va, prenons le cas de l'architecte cité, qui va arriver dans le collectif BOP pour en apprendre plus ou essayer d'avoir des bonnes pratiques. Je ne sais pas, quelqu'un peut avoir démarré dans l'univers du BIM et puis finalement avoir l'impression et presque l'envie d'arrêter parce que l'impression que ça ne marche pas. Et du coup, venir chez Bob pour comprendre, avant d'arrêter, pour comprendre pourquoi ça ne marche pas. Et quelqu'un, par exemple, comme Eric, c'est un vrai expert de Revit et peut-être ils vont pouvoir parler ensemble et puis déclencher un petit quelque chose. Et puis, complètement à l'inverse, à l'autre bout du spectre, ça peut être quelqu'un qui n'a encore jamais touché à ces outils, mais ça le titille un peu. Et à ce moment-là, peut-être que, c'est pas peut-être, c'est là pour la partie vraiment le total débutant, j'en sais assez, moi, pour l'accompagner, pour lui mettre un petit peu le pied à l'étrier et démarrer tout doucement. Et puis après, petit à petit, peut-être ça sera Anne, par exemple, qui prendra la main pour accompagner un petit peu plus. Et voilà, on a vraiment des niveaux d'expertise, de savoir et d'accompagnement qui sont différents et complets. Et c'est là qu'est l'intérêt du collectif, c'est que il y a vraiment tout le spectre avec des savoirs différents, des niveaux de savoirs différents et même un accompagnement, une façon d'accompagner différente, forcément. Et donc, tout le monde est le bienvenu. J'ajouterais que nos ateliers du vendredi sont des ateliers très directs et pragmatiques. Ce n'est pas une présentation. Je sais même pas. D'ailleurs, on a essayé du webinaire. Enfin, je ne sais même pas si on a essayé. Parce que le webinaire n'est pas dans notre conviction le moyen d'échange. Vous voyez, on vous parle, mais on n'a pas d'échange dans un webinaire. Donc, on a été un peu en off pendant toute cette crise sanitaire. Ça nous a interpellé beaucoup dans le groupe de savoir comment on allait faire. Et en fait, on s'est dit, on ne peut pas faire si on n'a pas du présentiel. Et quand on a du présentiel pendant 2 heures, c'est la vraie vie qui arrive sur le terrain. C'est-à-dire que ceux qui présentent, ils apportent leur expérience. Ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas posent les vraies questions du terrain, et ça suscite des débats très riches
parce qu'on ne se voile pas la face. On n'est pas comme dans les, excusez-moi du terme, les salons parisiens où tout est beau, tout est parfait. On voit que le BIM, c'est exploité par tout le monde, 4D, 5D, etc. Non, nous, quand on a un sujet, ben, on le prend et on l'expose. Et même si on n'est pas celui qui l'expose et pas tout à fait au top, ben, il le dit, on débat autour de ça. C'est vraiment très simple, très pragmatique. Hein. Donc, c'est accessible, Rémi, pour répondre à ta question, à toute personne, à tout niveau. Parce qu'il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a que des questions qui vont faire avancer le sujet. Parfaitement résumé, Eric. C'est exactement ce que je pensais. Et c'est ce côté présentiel qui est important parce que ça dynamise les échanges. Pardon. C'est exactement ce qu'on souhaite faire. Et donc aussi, pour répondre à Rémi, c'est pas seulement est-ce qu'ils peuvent venir, c'est qu'au contraire, on les attend parce que c'est ces personnes-là qui vont faire la richesse du collectif. Et voilà, on attend vraiment des gens du terrain, des gens qui veulent s'y mettre, des architectes, des maîtres d'œuvre, enfin, tous ceux qui sont concernés. Je serais même tenté de dire que des fois, en tant qu'expert, on est peut-être déjà trop déconnecté et ça fait du bien de s'entendre prendre une question un peu pratique. Mais tu es sûr que sur le chantier, ça se passe comme ça. Enfin, ça nous fait du bien à tous parce que ça nous remet au centre de l'action, de la construction et du numérique. Donc, vraiment, tout le monde est accueilli à bras ouverts. Et peut-être que si le sujet ne paraît peut-être pas accessible pour quelqu'un qui débute, par exemple, en disant bah oui, mais moi je ne comprends déjà pas de quoi ça va parler parce que je débute le BIM. L'avantage que je disais tout à l'heure, c'est un réseau, c'est rencontrer les gens. Donc face à face, créer un. Et après, on reprend son téléphone et on repose des questions, on se revoit. Voilà, ça permet aussi de s'apercevoir. Et c'est ça qui est important pour quelqu'un qui démarrait dans le BIM, c'est qu'on n'est pas tout seul. Parce que parfois, on peut penser qu'on est en train de se lancer justement dans une démarche individuelle et qu'il ne se passe pas grand-chose en Bretagne. Alors qu'en fait, il y a plein de monde qui travaille autour de ce sujet-là. Et c'est là où c'est intéressant. On a une nouvelle question dans le chat. Et sans oublier que les réunions Bob du vendredi se terminent à une heure stratégiquement intelligente, c'est-à-dire aux alentours de 12h30. Et on va manger. Voilà. Et ceux qui le souhaitent peuvent se retrouver à la suite pour un déjeuner, en général plutôt convivial. Du coup, oui, je vous pose la question qui est dans le chat. Prévoyez-vous des retours d'expérience sur le BIM en exploitation ? Il faudrait. Alors, moi, je dirais il faudrait qu'on ait un retour d'expérience, mais pas théorique, un vrai retour d'expérience concret avec quelqu'un qui nous dirait, moi, j'ai fait, voilà comment ça s'est passé, bien, pas bien. C'est un peu la difficulté des sujets qu'on aimerait aborder, c'est qu'on ne veut pas refaire une thèse théorique devant tout le monde. Donc, nous, on dit, s'il y a un acteur autour de la table qui se dit, moi, j'ai expérimenté ou j'ai commencé à expérimenter ou mon projet va vers ça, on peut lancer le débat. Et lorsqu'on a sollicité les membres du BOB, c'est que ce sujet-là, pour l'instant, personne n'a proposé. En fait. On est quand même dans on va dire dans la tranche d'expertise de Simon qui nous a déjà un peu abordé tous ces sujets-là, mais comme dit Eric, il n'y a pas encore réellement de mise en place de ces actions. En tout cas, pas un membre qui est venu nous en parler. Tout à fait. Ben non. De la mise en place. D'accord, merci. Là, on redemande la date de passage sur Brest en 2022. Quelqu'un qui Elle n'est pas encore fixée. Elle n'est pas encore fixée sur Brest. Ça devrait être pendant le premier trimestre 2022. Par contre, vous pouvez commencer à activer les réseaux brestois. Là, je pense que c'est un Brestois qui a posé la question, parce qu'on viendra et on sollicitera évidemment des expérimentations locales avec les acteurs bretons, mais prioritairement finistériens. Donc, préparez vos retours d'expérience là-dessus. Hein. Voilà, parce qu'on avait sollicité pour Rennes justement le collectif Bob en demandant qui voulait participer, qui avait un projet justement réalisé en full BIM, donc voilà, de la phase conception jusqu'aux entreprises, peut-être même le DOE, pour venir les présenter aux tables rondes. Donc en effet, on a trouvé 2 projets en neuf et en rénovation.
Et il va nous falloir la même chose sur Brest, en fait. Donc, s'il y en a qui ont déjà ce type de projet et qui veulent venir en parler collectivement lors des tables rondes de Brest, écoutez, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Bon, Sébastien, on note. Oui, c'est très bien, Sébastien. Merci beaucoup. Le temps passe. Je vous propose qu'on passe au deuxième sujet, mais avant ça, voilà, j'avais une question, vous venez d'y répondre. Donc, la porte d'entrée, c'est Ghislain via son mail pour tous ceux qui seraient intéressés. Et on remettra ça sur notre site, sur la page où vous retrouverez la rediffusion de ce webinaire. Voilà. Merci beaucoup à tous les quatre pour cette présentation. J'espère que Bob en aura séduit beaucoup et qu'on aura un petit peu contribué à agrandir le cercle des bobeurs en Bretagne. Alors, je vous propose qu'on passe au deuxième sujet et qu'on passe donc maintenant la parole à Éric Lerognon, donc qui appartient aussi au collectif Bob, que vous avez déjà un petit peu entendu, qui va nous parler de ce qui se passe du côté de Bretagne Éco-Entreprise, avec cette démarche qui aborde deux questions qui peuvent paraître un petit peu dissociées, le BIM et le bas carbone. Je te laisse la parole, Éric. Merci Rémi. Donc, Éric Lerognon, j'ai deux activités, une en tant que bureau d'études thermiques fluides et puis une autre en tant que développeur de solutions numériques pour le bâtiment. Donc, l'une s'appelle Fluiditech, l'autre s'appelle Bimeo. Donc, je suis adhérent en effet de B2E. B2E, c'est Bretagne Éco-Entreprise. Donc, c'est un réseau qui déploie sur la Bretagne historique, les 5 départements, y compris la Loire-Atlantique, toute la démarche environnementale qui va du déchet à l'air, au recyclage, et à l'eau, enfin, tout ce qui concerne l'environnement au sens large. Et j'anime au sein de ce réseau un groupe de travail bâtiment. Et il y a 18 mois, étant aussi adhérent de Novabuild, on s'est posé la question de trouver une thématique qu'on pourrait co-animer avec Novabuild. Et on a dit à l'époque que le bas carbone était certes déjà développé, le numérique aussi, mais l'association des deux était un thème assez rarement colporté. Et donc, on a créé un GT bâtiment numérique et bas carbone qui a abouti à un livrable qui est une page LinkedIn. Donc, vous avez à l'écran le nom de cette page. Cette page s'appelle Code Bat Carbone. Donc, dedans, il y a toutes les images et les terminologies autour du carbone, du bâtiment et du numérique avec cette typographie très reconnaissable pour les geeks codeurs. Ce groupe, donc co-animé par B2E Novabuild, a pris naissance en juillet 2020 et on s'est regroupé. Donc, je tiens à signaler oui, que chez Novabuild, le co-animateur était je retrouvais son Martens. J'ai oublié son prénom. C'est pas grave, je retrouvais ça. Donc, on a eu 12 réunions de travail. On a eu une trentaine d'acteurs réunis pendant 16 mois pour aboutir en fait à un guide. Ce guide est structuré en 7 chapitres. Le premier chapitre, c'est organiser la gouvernance. Donc, c'est comment gérer la donnée dans un projet de construction autour de l'enjeu carbone. Aujourd'hui, dans ce GT, ce chapitre est avancé à 40%. Il y a encore du travail à faire. Le deuxième chapitre, c'est lister les opérations exemplaires. Alors, j'insiste, les opérations exemplaires qui associent le numérique et le bas carbone. Hein. Donc, on va reprendre les bases de données qu'on va pouvoir retrouver dans Construction 21, etc. La troisième partie, c'est méthodes et outils. J'en parlerai juste après parce que je fais un focus là-dessus. C'est ma partie en fait que j'ai pris dans le groupe de travail. Le quatrième, c'est l'exemple du réemploi. Le matériau, on sait que le bas carbone est une chose, mais il n'est vertueux que si on a la capacité d'aller rechercher des matériaux existants
Et là-dessus, on a un travail, on a un acteur en local qui récupère la moquette des bureaux et qui est un très bon exemple. Ensuite, on a la pratique contractuelle. Donc là, c'est comment contractualiser cette donnée bas carbone. Ensuite, on a le rôle de l'économe de flux. C'est assurer le suivi de la performance. C'est bien de dire qu'on fait un bâtiment bas carbone, mais comment on s'assure que dans sa vie, il atteint ses objectifs. Et puis, le septième chapitre, c'est la formation et les référentiels de compétences. Aujourd'hui, on va s'appuyer essentiellement sur tout ce qui va être fait autour de la RE 2020 par le CEREMA ou la DHUP, parce qu'il y a tout un programme, ou la mallette AICVF, etc. Donc, on ne va pas faire de livrables, mais on va surtout connecter avec des outils existants. Donc voilà ce qui a été fait pendant les 16 mois. Et aujourd'hui, le GT vit autour de cette page LinkedIn. Donc je vous invite à vous inscrire et à échanger du flux pour vous connecter au sujet. Je vais vous parler du sujet plus précis des outils et des méthodes. Donc au sein de Fluiditech, avec les éditeurs qui peuvent être CIP, Perenou, on a réfléchi à une problématique. En fait. Bon, vous connaissez la donnée, le calcul de la RE 2020 aujourd'hui qui est connu et qui est dans tous les webinaires. Donc, c'est lycée de construction, lycée d'énergie, lycée de l'eau, ça donne lycée indice carbone du bâtiment. Bon, cette formule est lycée de construction est détaillée dans une formule qui est assez simple, c'est la quantité des matériaux qu'on va mettre, c'est le facteur de renouvellement et c'est sa donnée environnementale. Bon, quand on a fait ça, on dit, bon, la RE 2020, c'est assez simple, on fait, mais ce n'est pas si simple que ça si derrière, dans un process donné, on va collecter de l'information et si on n'a pas cette capacité à qualifier l'information. Et donc, on s'est posé la question, la quantité. La quantité, c'est quoi? Ça vient de où? Qui enrichit? Ça peut venir d'un tableau Excel, ça peut venir d'une maquette IFC, ça peut venir d'un CCTP ou un DPGF, etc. Et on s'est dit, en fonction de l'origine de cette donnée, il va y avoir un critère de fiabilité qui va pouvoir être un indicateur de performance de notre projet. De la même façon, la donnée environnementale, on parle tous de fiches INIES, mais en fait, la donnée environnementale, elle n'est pas unique. Elle peut être une fiche individuelle, on peut être une fiche collective, une fiche sur mesure ou des valeurs par défaut, ce qui est appelé les DED et DED. Donc, quand on vient mixer toutes ces variabilités des données d'entrée, on va être en mesure d'afficher un indicateur de robustesse qui va, sous format de tableau de bord, indiquer au gestionnaire de l'opération quel risque il prend et comment il va avancer dans son projet. Donc, derrière, c'est de la manipulation de data. On est bien dans le numérique. Donc, c'est de la traduction, du poids carbone, lot par lot, fiche par fiche. Donc, on vient enrichir tout ça. Donc, vous comprenez bien que les éditeurs de logiciels vont être un formidable un délivreur de données et qu'il va falloir ensuite enrichir pour arriver à des hypothèses. Je vais vous donner 3 cas de figure aujourd'hui de scénarios donc d'un projet où on a 3 étapes. Là, le permis de construire, la CT, c'est-à-dire qu'on a fait le choix des entreprises, et la réception. La ligne orange, c'est l'impact CO2 du projet. La ligne verte, c'est l'impact du CO2 de la part de quantité. Vous savez, la première bulle que je vous ai montrée. Et la bleue, c'est l'impact des fiches INIES, donc la fiabilité ou le type de fiche qui est utilisé. On a nommé ce projet Histoire ordinaire, c'est ce qui va se passer sûrement à l'arrivée de la RE 2020. C'est qu'en phase permis de construire, les fiches vont être plus ou moins fiables, c'est-à-dire qu'on va prendre peut-être des DED ou d'autres, mais surtout les quantités vont venir d'approximation, etc. Puis plus on va avancer à l'ACT, les quantités vont commencer à se renforcer parce que les entreprises vont commencer à mettre les valeurs qu'ils ont mises dans leur devis et les fiches vont commencer à être
inscrite et plus fiable. Et là, on va à de très fortes probabilités pour que la courbe orange dépasse le seuil de l'objectif qui est en pointillé rouge. Et donc là, va créer un niveau de stress au niveau du projet pour remettre le projet dans sa ligne objectif de la RE 2020. Donc ça, on veut éviter ce niveau de stress. C'est pour ça qu'on veut proposer ou imaginer un tableau de bord qui irait intégrer des données plus sûres. Et donc là, on a nommé ce scénario l'histoire numérique, où en fait, là, on va jouer sur les données d'entrée. On va dire que dès le début, au permis de construire, on a les moyens de rendre plus robustes les données. Alors, tout le monde parle de la maquette IFC, mais même en PC, on a beau avoir une maquette IFC, une maquette BIM, je ne sais pas si elle va être renseignée du détail, des gouttières, des regards, etc. Donc, même si on s'inscrit dans un projet numérique, il faudra de toute façon y mettre des données approximatives. Mais on voudrait donner la capacité aux acteurs de visualiser la robustesse de cette donnée pour faire en sorte que à l'ACT, il n'y ait plus de surprises ou peu de surprises d'évolution des quantitatifs, et donc on soit serein pour avancer jusqu'à la phase de réception, où là, on est sûr qu'on est en dessous du seuil de la RE 2020. Et un deuxième scénario qui va engager également une robustesse sur les différentes fiches utilisées, c'est-à-dire qu'on va donner les moyens à l'équipe d'identifier le risque qu'elle prend quand elle va mettre une fiche DED ou une fiche individuelle. Une fiche individuelle, comme vous le savez, c'est une fiche qui est liée à un industriel qui sort son matériel, donc qui va plutôt optimiser son bilan carbone, alors qu'une fiche par défaut va dégrader. Ben, si on maîtrise bien cette donnée dès le début, on va avoir une maîtrise courante, hein, c'est la ligne bleue là, voire une amélioration, parce qu'on peut très bien assumer les fiches par défaut au début, et ensuite venir les enrichir, donc pour assurer que notre projet reste bien sous la barre du seuil de RE 2020. J'ai un quatrième scénario, mais je ne vais pas vous l'expliquer parce que je prends un peu de temps. Simplement pour vous expliquer la démarche dans une synthèse, c'est qu'on peut avoir plusieurs scénarios d'approche plus ou moins risqués. Le scénario qui est l'histoire ordinaire, vous avez compris, va créer un stress assez fort en phase projet. On sait ce que c'est que, pour ceux qui font un peu de maîtrise d'œuvre d'exécution, on sait ce que c'est que de gérer en phase exécution des modifications, des adaptations. C'est là où ça coûte cher, c'est là où les délais dérapent, etc. Donc, il faut absolument éviter la courbe verte au risque d'être dans un stress maximal et dans une non-maîtrise ni du temps ni du budget. Donc, c'est pour ça que nous, on propose de construire un tableau de bord qui nous maintiendrait soit sur la ligne rouge, bleue ou orange, qui sont trois scénarios différents avec la maîtrise de ces indicateurs. On le dit, on le répète, Yves, avec Tipé, fait des webinaires où il appuie sur le clou, hein, la RE 2020, ce n'est pas une réglementation de bureau d'études, c'est une réglementation qui va fédérer l'ensemble des acteurs autour d'un projet. Il est très important que ces données puissent être à un moment donné inscrites par un acteur et reprises par un autre. En phase de permis de construire, il est logique que ce soit l'architecte qui apporte les maîtres du projet. Par contre, en phase ACT, il est logique qu'on transmette cette donnée à l'entreprise ou peut-être à l'économiste. Et en phase réception, c'est la facture de l'entreprise qui fera foi. Donc, le projet va, la donnée va circuler entre un certain nombre d'acteurs pour arriver à une cible finale. Cette circulation devra se faire suivant des workflows. Donc, phase projet, on va ensuite intégrer les composants, on va ensuite intégrer les fiches, on va calculer l'indicateur et on va calculer le seuil de notre bâtiment. Et on va réaliser ce cycle à chaque fois qu'on a une itération importante, à chaque fois qu'il y a une évolution importante. Pour ceux qui sont un peu dans le monde, qui ont vécu ou qui ont une expérience industrielle, je pense que vous avez reconnu
dans cette cercle, hein, ce qu'on appelle cette roue, la route de Mag, la roue de l'amélioration continue, le PDCA de l'industrie. Et en fait, avec cette animation des paramètres, hein, et des indicateurs, je pense qu'on pourra amener l'amélioration continue autour d'un projet bas carbone où chaque acteur, tout au long du cycle de conception-exécution, viendrait alimenter, corriger les données pour converger vers des objectifs ambitieux. Voilà le thème et toutes les réflexions qu'on a engagées depuis 16 mois. Donc, on est en phase aujourd'hui d'un prototypage sur base Excel. Hein. Donc, on vient récupérer la donnée, la data des éditeurs de logiciels pour venir l'enrichir et derrière venir piloter tout ça. Bien évidemment, l'Excel n'est pas une fin en soi. On va tester, on va vérifier. On aimerait avoir des cas pilotes. Hein, si autour de la salle, là, vous avez envie d'expérimenter un bâtiment RE 2020 dans cette dynamique. On est très intéressé pour le partager. Et si on voit qu'il y a une réponse positive, si on voit qu'il y a un intérêt, on a pu se tromper aussi, on n'a pas la science infuse, mais si on voit qu'il y a vraiment un intérêt, qu'il y a des acteurs qui sont portés par cette démarche, ben évidemment, on se fera fort de le mettre en format numérique, plateforme, etc. Bon, moi, j'ai cette double casquette, hein, développement et expérience bureau d'études. Donc, on a cette capacité derrière à mettre en place des outils qui soient collaboratifs sur lesquels chaque acteur viendrait implémenter sa donnée pour la relancer systématiquement dans les outils de calcul. Voilà, j'ai pris mes 20 minutes et comme Rémi m'a dit, à 20 minutes, il est 9h50. Merci pour la ponctualité, Eric. Donc, pour ceux qui veulent, je suis prêt à répondre à leurs questions. Alors, par contre, là, comme je suis en partage d'écran, je ne vois plus le chat. Donc, si… On va te relayer ça. Alors, pour l'instant, je ne vois rien, mais peut-être que Clémence, de son côté, en a. Juste une précision. Merci, Benjamin Paquet, qui nous rappelle qu'il s'agit de Romain Martin au sein de Nouvelle. Romain, merci beaucoup. En plus, je l'ai très souvent au téléphone. J'en suis désolé. Il m'excuse. Il n'a pas pu venir. Hein, il n'était pas disponible. Alors, une remarque plus qu'une question. La mission de l'architecte ne s'arrête pas au permis de construire. Sa mission passe par les phases d'études, de développement et de chantier. Tout à fait. Non, mais en fait, oui, peut-être dans mes propos, j'ai été un peu restrictif sur l'architecte. Bien évidemment, il est l'acteur central et l'animateur de tout, mais je ne pense pas que ce soit lui qui soit qu'il alimente toutes les données. Il va peut-être les initier et ensuite d'autres vont les reprendre. Mais oui, l'architecte, bien évidemment. Clémence, est-ce qu'on a d'autres questions dans le fil de discussion? Non, une remarque aussi, la collaborativité implique des seuils qui ne sont pas partagés par une majorité d'acteurs. Alors Christian, qu'est-ce que tu appelles des seuils? Des seuils de connaissances, de compétences, d'aptitudes. Je sous-entends dans la question que Compétences et moyens. Compétences et moyens. Oui. Alors le problème, moi je connais bien le problème du collaboratif, c'est que c'est un grand mot. Aujourd'hui, tout le monde s'y est mis. D'ailleurs, je fais partie aussi du groupe GTBIM du CINOV, qui est vraiment sur cette thématique de partage de l'information assez pragmatique. Normalement, il y a un guide qui va être fourni par le CINOV sur la maturité des acteurs, mais la collaboration peut s'engager par l'échange d'un fichier Excel. Hein. Il ne faut pas avoir dans le collaboratif une usine à gaz qui nécessite de la fibre et l'absolue nécessité de partager une maquette IFC qui fait 500 mégas, quoi. Le collaboratif, c'est d'abord d'être ensemble et puis de s'échanger de l'information d'une façon ou d'une autre. Donc après, il existe un certain nombre de plateformes, je ne vais pas faire la pub, mais je vais juste par honnêteté citer Croquis, quoi, hein, qui est celle portée par le plan BIM 2022, mais pas que. Donc oui,
il faut des compétences et des moyens, mais je dirais, comme l'esprit de Bob tout à l'heure, les choses les plus pragmatiques sont aussi les choses les plus simples, quoi, hein. Il nous reste quelques minutes. Si vous avez encore une ou deux questions, n'hésitez pas. Autour de la table, il y a quelques acteurs qui ont participé à cette expérience. Je cite Julien et Pauline. Donc, je ne sais pas si Julien et Pauline veulent. Alors, je sais que les micros sont coupés. Donc, s'il y en a qui, entre Julien et Pauline, qui veulent, il faut suffit de se manifester. On mettra en le son. On a le pouvoir de réactiver leur micro si nécessaire. Dites-moi, Julien. Ah, Julien. Oui, bonjour à tous. Qu'est-ce que tu... Ah non, mais si tu veux faire partager ton expérience de ce travail, parce que tu en as été un des acteurs forts de la moulinette Excel pour la mise en place de tableau de bord, avec ton œil neuf en plus, tu as des choses à ajouter, tu peux y aller si tu veux. Non, pas particulièrement. On voit par contre qu'il y a un vrai intérêt avec l'Aéro 2020, comme tu le disais, de collaborer un maximum pour essayer de ne pas dépasser ces seuils. Il y a quand même cette question de comment faire pour faire en sorte de ne pas dépasser le seuil de cette Aéro 2020. Une fois qu'on est en phase livraison, bah, tous les matériaux, tous les composants sont là. On ne peut pas retirer des matériaux et des composants d'un projet. Donc, comment on fait pour anticiper cette question? C'est à ça que répond cet outil, quoi. Ben, ouais, je pense qu'on est tous conscients qu'au permis de construire, il va y avoir un certain nombre de matériaux qui ne vont pas être inscrits. Alors, nous, hier, on était à Nantes pour faire du suivi de chantier sur un bâtiment bas carbone. Et puis, mais les pattes métalliques, les supports, les trucs, enfin, dans le détail, ça, on ne va pas le mettre au permis de construire. Ça veut dire qu'il va falloir estimer ou mettre une valeur par défaut ou mettre un seuil parce que ces éléments, au moment de la réception, vont être, bien évidemment, devraient être intégrés, quoi. Donc, il y a une forte probabilité pour que les projets au permis de construire soient bons et puis qu'au fil du temps, se dégradent. Non pas parce que les calculs ont changé, non pas parce que il y a eu une erreur, mais parce que simplement, on va venir enrichir de plus en plus d'éléments techniques. Et ça, il va falloir absolument donner les moyens au permis de construire, aux maîtres d'ouvrage et à l'architecte, de visualiser cette marge. Donc, c'est vraiment l'objectif de ce travail. Oui, alors, Pauline, tu mets ouais, une montée en compétences pour que tout le monde soit sachant. Alors là, je fais confiance à CEREMA, DHUP. Je pense que Rémi, enfin, de toute façon, vous allez relayer aussi avec RBBD, Batilab, tout ce qui va se passer, tout ce qui se passe actuellement sur la RE 2020. Donc, il y a un module de formation. Sachez, pour ceux qui ne savent pas, mais sur Fun, la plateforme de MOOC, il y a au mois d'octobre une formation RE 2020 qui est gratuite. Il y a une mallette pédagogique qui devrait être reformulée avec l'AICVF. Il y a des DPGF types qui vont être édités par la DHUP pour aider les professionnels à structurer leur dossier en cohérence avec la problématique RE 2020. Il y a vraiment, merci Jean-Maurice pour le lien, il y a vraiment beaucoup de choses qui vont, oui, excusez-moi, c'est pas Fun, c'est MOOC bâtiment durable, merci Julien. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver, donc soyez à l'affût, ça fait du travail en plus que de la charge, mais ça va permettre à tous les acteurs d'avoir le même niveau, ça c'est important, qu'on n'avait peut-être pas eu sur la RT 2012. Oui, Vincent, oui, bah, qui voudront toujours se cantonner au résultat, mais on n'arrivera pas à mettre tout le monde au même niveau. Vous savez, même
même pour une crise sanitaire, on voit que le vaccin n'est pas partagé par tout le monde. Donc, on ne peut pas non plus pousser tout le monde à tout savoir. Hein. Mais il faut donner les moyens à tous ceux qui ont envie d'y aller. Voilà, c'est un peu le sens de tout ce qui se passe autour de la RE 2020. Très bien, merci, merci infiniment Eric pour ce retour d'expérience, cette information là sur toutes les juste Vas-y, pour finir, parce qu'il y a des questions. Posez les questions sur la page LinkedIn code-bas-carbone. De toute façon, vous mettez code-bas-carbone, vous la trouverez. Et on sera fort avec Romain de répondre et d'animer sur tous ces sujets. On mettra le lien vers la page en même temps que la restitution. On arrive au terme de ce webinaire. Donc, un grand merci à tous les 4 qui avaient animé ce temps, qui avaient partagé vos expériences et répondu aux questions de chacun et chacune. Alors, en espérant que c'est contribué à la vie de ces démarches-là collectives et participatives bretonnes. On aura probablement l'occasion de se retrouver, d'en reparler dans les mois qui viennent. Un dernier mot pour vous, avant de vous souhaiter une bonne journée, pour vous donner rendez-vous dans un petit peu plus d'un mois pour notre prochain webinaire, où on parlera d'un tout autre sujet, quoique on parlera du collectif Passive House Bretagne et notamment d'un événement qui est organisé par ce collectif le 4 novembre prochain à Rennes et qui s'appelle Passibraise. Voilà. Très bonne journée à tous. À très bientôt. Merci pour votre participation. Au revoir.